Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà, vous avez décidé de suivre notre petite émission live consécutive à l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Nous avions fait ce genre d'événement également le lendemain du Brexit ou le jour même du Brexit. Cette année, les événements se suivent et donc il nous paraît important de pouvoir répondre à vos questions, mais dans un premier temps d'aborder l'impact sur les marchés financiers, mais également sur l'épargne des Français, sur vos placements, de ce tremblement de terre politique que ni les sondages ni les marchés financiers n'avaient vraiment anticipé. Donc on va être efficace ce soir, on va se donner 20 minutes pour balayer ces questions-là, éventuellement vous donner soit au fur et à mesure de vos questions, soit à la fin de la conférence, vers 18h20, la possibilité de nous poser des questions et d'y répondre dans la foulée. Donc Jonathan Lévy, est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle mesure la victoire écrasante finalement de Donald Trump impacte les marchés financiers, déjà après une première journée de cotation à la bourse de New York, mais également de voir après dans quelle mesure on peut anticiper déjà les réactions des marchés financiers dans les jours et les semaines à venir. Alors, si on voit, la réponse est différente si on regarde les marchés ce matin ou si on regarde ce soir. Ce matin, cette nuit, même si on regarde du côté de l'Asie, puisqu'ils étaient ouverts, les marchés financiers, lorsque les nouvelles sont tombées sur les écrans, l'Asie a très mal réagi. Vous prenez par exemple l'indice Nikkei au Japon, il a clôturé à moins 5% cette nuit, à 16 250 points. Les marchés en Europe ont mal réagi en ouverture. Même en avant-ouverture, en fait, il était très négatif, à l'ouverture c'était négatif, et puis peu à peu, au fur et à mesure où la journée avançait, on a une réaction en fait qui s'est estompée, qui a été de plus en plus mesurée, et les indices ont fini positifs sur la journée. Le CAC 40, par exemple, finit en hausse de 1,5% sur la journée. Donc ça, c'est la deuxième surprise de la journée. On a une grosse surprise, il faut être honnête, avec l'élection de Trump, puisque aucun sondage, à ma connaissance, l'avait prévu. Les analystes politiques ne l'avaient pas prévu. Les marchés ne l'avaient pas prévu. Personne n'avait prévu. Donc, surprise cette nuit. Deuxième surprise, la réaction des marchés. Puisque là encore, beaucoup d'analystes financiers nous disaient si c'est Trump qui passe, il y a peu de chances pour que ça se produise, mais si ça se produisait, ce serait très très volatile, beaucoup de tensions sur les marchés, et on constate que finalement, ça n'a pas été comme prévu. Est-ce que ça veut dire que les incertitudes sont déjà levées sur la politique économique de Donald Trump, ou c'est simplement que finalement les marchés commencent à s'endurcir, ils ont vécu le Brexit il y a 6 mois, ils vivent maintenant l'arrivée de Donald Trump qui n'était pas anticipée. Est-ce que finalement les incertitudes sont toujours là ou elles ont disparu? Alors, il y a des incertitudes, ça c'est clair, on peut pas dire que tout a disparu, mais le pire n'est pas certain. Et ça, c'est un peu surprenant vis-à-vis des marchés, parce qu'en général, les marchés n'aiment pas quand même des risques politiques. Et là, il y a toujours des risques politiques en fait qui perdurent avec l'élection de Trump. Mais le consensus aujourd'hui, c'est de se dire que Trump a mené une campagne en fait particulière, a pris une posture pendant sa campagne qui lui a permis d'être élu. Maintenant qu'il est élu, maintenant qu'il est dans le siège de la Maison Blanche, qui va rentrer à la Maison Blanche en janvier, il va devoir adapter son discours. Et d'ailleurs, dès son discours de remerciement, il a complètement changé de ton. Et grâce en fait à ce discours-là, les marchés ont commencé à évoluer. Il a eu un discours de rassemblement, alors que jusqu'à présent, pour être élu, il avait un discours de clivant. Donc il y a un vrai changement de ton, et probablement qu'il va changer et il ne va pas appliquer tout le programme qu'il avait proposé. D'abord parce qu'il n'en est peut-être pas persuadé. Puis l'autre raison aussi, ce qu'on se dit, c'est qu'il va falloir qu'il compose avec sa majorité, avec les Républicains. Ils ont certes la Chambre, le Sénat, mais il y a une vraie fracture idéologique au sein des Républicains. Donc il va quand même falloir qu'ils trouvent un consensus avec la Chambre. Donc il y a quand même une forme de cohabitation à mener avec la Chambre, même si la Chambre est républicaine en majorité, ça ne veut pas dire que toutes les mesures, parfois farfelues et imaginées du point de vue politique, de politique économique par Donald Trump, soient mises en œuvre. Il y a peu de chances pour que toutes ces mesures soient mises en œuvre finalement. Complètement, je pense que c'est le mot pertinent de parler d'une sorte de cohabitation en fait au sein d'un même parti, les Républicains. C'est exactement ce qui risque de se produire dans les semaines et les mois qui viennent. Et donc une gestion économique par consensus plus que par finalement des
décision un peu à l'emporte-pièce, unilatérale, a priori, on n'aura pas ce genre de décision à venir dans les mois qui viennent, ou en tout cas à partir de la prise de fonction en janvier. Ils n'ont pas le 49.3, si vous voulez faire le lien avec la France et ce qui s'est passé avec la majorité actuelle et les frondeurs. Il faudra qu'ils trouvent un consensus à chaque fois pour faire passer les réformes et les lois qu'ils cherchent à mettre en place. J'en profite pour rappeler à tout le monde, que ce soit sur Facebook ou sur notre application GoToWebinar, n'hésitez pas à poser vos questions, vous avez la possibilité, on relaiera vos questions, on les lira à l'antenne et on y répondra. Est-ce qu'il faut attendre aujourd'hui le 20 janvier pour y voir un peu plus clair? C'est-à-dire que maintenant s'ouvre une période pendant laquelle jusqu'au 20 janvier, les marchés financiers vont être dans une forme d'attentisme, ou est-ce que on peut imaginer que les choses s'éclaircissent déjà dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent? Non, je pense que d'abord, il n'y aura pas de dégradation des marchés, des actifs risqués dans les jours, dans les semaines qui viennent. Pour ça, il faudrait qu'il y ait un flux de mauvaises nouvelles qui interviennent tous les jours pour que la volatilité augmente, que la tension reprenne. Et ça n'arrivera pas, en fait. Il ne prendra pas le risque il est plus en campagne maintenant. Donc, il y a peu de chances pour que ce scénario se produise. Okay. Au-delà, par contre, il y a des incertitudes, en fait, qui persistent. Une des incertitudes, c'est les relations des États-Unis avec le reste du monde, et en particulier avec son voisin, le Mexique, et puisqu'il en a beaucoup parlé pendant sa campagne, et une autre incertitude avec la Chine. En fait, le gros enjeu, c'est les relations avec la Chine. Cuba a annoncé aujourd'hui vouloir faire des exercices militaires pour se préparer à un changement de ton de son voisin. Donc c'est a priori pas une voie que devraient suivre les autres pays, mais est-ce qu'on a déjà une vision sur des rencontres entre dirigeants mexicains, chinois et Donald Trump, où il va falloir qu'on attende en fait la rentrée de janvier et finalement la prise de fonction pour avoir un peu plus d'informations là-dessus? On ne sait pas s'il va y avoir une rencontre avant qu'il arrive au pouvoir, mais il y a déjà eu des déclarations en fait des Chinois de Pékin qui montrent qu'ils n'accueillent pas favorablement en fait la venue de Trump, et ça va être compliqué pour la Chine parce que la Chine n'est pas dans la même situation qu'ils étaient il y a 5 ans ou il y a 8 ans quand Obama est arrivé au pouvoir, où ils étaient en plein boom. Là, ils sont dans une situation plus compliquée, la croissance est plus poussive, ils sont en train de soutenir la croissance, ils sont très dépendants en fait de leurs partenaires commerciaux, ils ont besoin en fait de trouver des débouchés pour les exportations chinoises. Si les États-Unis ferment la porte, ça va être dramatique pour la Chine. Ils ne peuvent pas se permettre ça. Les États-Unis non plus ne peuvent pas se permettre ça. Donc il va falloir là aussi qu'ils trouvent des compromis, mais ils sont en situation de faiblesse, la Chine, je pense. Ils sont en position de faiblesse, mais ils se tiennent, d'autant qu'on dit que le programme économique de Donald Trump devrait faire augmenter la dette américaine. Or, la dette américaine est financée par la Chine. Finalement, ils se tiennent un petit peu, donc tout ça devrait s'équilibrer en fin de compte. Ils sont condamnés à s'entendre, en fait. Okay. On va revenir maintenant à l'impact de cette élection, notamment sur les politiques des banques centrales. Dans un premier temps, la Fed, donc ça fait un certain temps qu'on évoque une éventuelle ou une probable remontée des taux par la Fed d'ici la fin de l'année. Qu'en est-il? Est-ce que cette remontée des taux devrait avoir lieu finalement? Est-ce qu'elle va être repoussée? Que peut-on dire de la politique de la Fed dans ce contexte? Alors, on pensait en fait que si Trump arrivait au pouvoir, qu'il y aurait beaucoup de volatilité, beaucoup de tensions sur les marchés, donc que la Fed aurait dû temporiser avant de relever les taux, parce que ça aurait apporté de la volatilité supplémentaire sur les marchés, des tensions supplémentaires. On voit qu'il n'en est rien, que les marchés sont plus sereins, et donc il y a de la place pour la Fed pour remonter ses taux comme elle avait prévu de le faire. Donc je pense qu'elle le fera. Et elle le fera d'autant plus qu'en fait, quand on analyse bien le programme de Trump, on l'a peut-être pas fait assez parce qu'on a beaucoup analysé les petites phrases, mais pas assez le programme. Le programme est porteur d'inflation en fait aux États-Unis, va pousser en fait un retour de l'inflation. Je ne sais pas si on va aller vers l'hyperinflation, mais il y a quand même des tensions inflationnistes importantes qui se dessinent à un horizon moyen terme. Et le but de la Fed, de toute banque centrale, c'est quand même de lutter contre une inflation trop forte. Donc des investissements dans les infrastructures, on parle de 1000 milliards d'investissements sur plusieurs années, mais c'est quand même des montants énormes. Revalorisation de l'équivalent du SMIC, le salaire minimum. Il y a beaucoup d'éléments en fait qui sont porteurs d'inflation. Donc il est évident pour moi que la Fed va agir face à Trump. Et va relever les taux. Donc, oui, très bien, mais on a quand même entendu lors de la campagne électorale Donald Trump indiquer vouloir éventuellement reprendre la liberté, l'autonomie qu'a la Fed. Est-ce que ça, c'est quelque chose de réaliste? Est-ce que finalement,
ça risque pas de geler les décisions d'ici la prise de fonction de Donald Trump? Est-ce que finalement la Fed ne risque pas de se dire je vais éviter de déclarer la guerre à Trump en décidant une hausse des taux juste avant sa prise de fonction? Est-ce que finalement ça remet pas en cause le scénario? Non, je pense plutôt l'inverse. Je pense qu'en fait, ils vont vouloir marquer leur territoire, montrer qu'en fait, ils sont souverains et ils ont les moyens de prendre des décisions. Je pense que c'est irréaliste en fait. Hein, pour le coup, cette promesse de Trump de reprendre, d'enlever l'indépendance de la Fed est complètement irréaliste. Il ne pourra pas le faire. Quid maintenant de l'impact sur les politiques monétaires en Europe notamment, et puis éventuellement sur le Japon, en tout cas sur l'Europe, ce qui nous concerne plus directement. Quel impact cela va avoir? Est-ce que ça change la marge de manœuvre finalement de la BCE? Non, parce que la BCE, en fait, on avait vu, elle cherchait à arrêter progressivement son quantitative easing. Il y a des rumeurs qui disent qu'elle cherche à le faire. Elle l'a pas encore annoncé officiellement, hein, bien sûr. Mais si la Fed remonte ses taux, ça laisse la possibilité à la BCE de relever les taux ou de laisser les taux à long terme remonter. On avait expliqué, c'est favorable en fait aux banques commerciales. Ça va remonter les fonds propres, les résultats des banques, qui sera favorable au secteur bancaire européen. C'est ce que cherche à faire la BCE. Donc, elle aura plus les moyens de le faire. D'accord, très bien. Très bien, donc là on a vu qu'a priori l'impact sur les banques centrales, les politiques des banques centrales ne devrait pas être si fort que ça. On va reprendre maintenant pour être vraiment au plus près des préoccupations de nos clients, des épargnants français, classe d'actifs par classe d'actifs, l'impact de ce tremblement de terre politique. Ce nouveau tremblement de terre politique en 2016, c'est déjà le deuxième qu'on vit après le Brexit. Donc quel impact, par exemple, cela va avoir sur les fonds en euros qui, aujourd'hui, représentent à peu près 80% de l'épargne des Français en assurance vie? L'impact, pour moi, est extrêmement faible. En fait, de cet événement-là, pris isolément, l'événement Trump n'a pas d'impact sur les fonds en euros. On le voit, en fait, le scénario de hausse des taux des obligations d'État, ce scénario-là prend de plus en plus d'ampleur. Et ça, c'était déjà le cas avant l'élection de Trump. On voit que finalement, il n'y a pas de changement par rapport à ce scénario-là. Donc, on a une problématique en fait sur les fonds euros qui est que même si les taux remontent à long terme, on avait vu qu'ils vont remonter mais pas massivement, ils vont remonter, ils sont à 0,5 si on prend l'OAT à 10 ans, l'obligation française à 10 ans elle est à 0,5, elle va peut-être remonter à 1,50, mais ça reste problématique pour les fonds euros, pour les assureurs qui replacent sur des taux trop bas, qui sont plus capables de servir des taux d'intérêt, même de 2%, c'est très cher pour les assureurs, donc ils ont une problématique à gérer aujourd'hui. Donc, c'est plus intéressant pour nos clients de rester sur des fonds euros classiques, qui sont investis dans des obligations d'État. On l'a déjà expliqué. C'est plus intéressant de rester sur ces taux-là, sur ces fonds euros, parce que ils vont être orientés à la baisse encore prochainement. Trump ou pas Trump, ça ne change rien par rapport à ça. Et finalement, tout cela se replace dans le contexte qu'on évoque depuis un certain temps, qui est celui notamment de la loi Sapin 2, qui a été votée définitivement hier à l'Assemblée nationale, qui d'ailleurs remet en cause le fait que, ou en tout cas offre la possibilité aux régulateurs français à un moment de geler les sorties des fonds euros si, par exemple, un scénario de remontée brutale des taux arrivait. Donc ça confirme en fait le contexte actuel et l'élection de Donald Trump ne remet pas en cause notre préconisation, qui est de sortir des fonds euros classiques le plus tôt possible pour éviter de se retrouver soit pris dans une remontée des taux brutale, soit être enfermé par une logique réglementaire, la nouvelle donne de la loi Sapin 2. Donc là, la préconisation, c'est d'aller sur des placements type unité de compte, lesquels par exemple STPI. Alors ça va dépendre un petit peu du profil des clients, mais il faut qu'ils acceptent en fait de prendre un petit peu plus de risques pour avoir un petit peu plus de rendement. Mais on voit que finalement, même sur les fonds euros avec Sapin 2, on voit que finalement ils portent un risque qui est plus élevé que ce qu'ils pensaient avoir contractuellement. Et les unités de compte qu'on peut proposer dans ce cas-là, c'est d'abord des unités de compte immobilières. On a parlé souvent des SCPI, des SCI. On a pas mal de SCI qui sont intéressantes actuellement pour un rendement de l'ordre de 4% net avec un risque qui nous paraît mesuré aujourd'hui. Alors justement, après Brexit, on a vécu une période où l'immobilier, notamment à Londres, a été posé quelques questions. Certains fonds avaient gelé les sorties. Est-ce que là, aujourd'hui, l'élection de Donald Trump aura un impact sur l'immobilier d'entreprise, qui est une classe d'actifs de plus en plus présente dans le portefeuille de nos clients,
des épargnants français de façon générale. On a parlé des SCPI. Aujourd'hui, la collecte sur la SCPI est majeure. Ça représente un élément majeur de l'épargne français. Donc, est-ce que ce contexte nouveau, politique, va avoir un impact sur l'immobilier d'entreprise en France, en Europe? Non, probablement pas. En fait, on a vu déjà avec le Brexit, il n'y a eu aucun impact en fait sur l'immobilier d'entreprise en France et dans le reste de l'Europe, hormis le Royaume-Uni. L'élection de Trump ne changera rien non plus à ce scénario-là sur l'immobilier d'entreprise en France et en Europe, en Allemagne ou dans d'autres pays. J'ai parlé tout à l'heure d'un éventuel regain de l'inflation. Il faut savoir que si l'inflation repart, le meilleur actif à détenir dans ce cas-là, c'est l'immobilier. Parce que l'immobilier, c'est le seul actif où les revenus sont indexés directement ou indirectement à l'inflation. Donc, c'est le bon scénario de détenir de l'immobilier et l'immobilier d'entreprise en particulier pour faire face à une hausse de l'inflation et pour profiter même de la hausse de l'inflation. Très bien. Passons à la classe d'actifs suivante que nos clients aussi ont assez souvent dans leur portefeuille, qui sont les placements de type obligataire. Chez nous, on parle souvent de credit linked note, donc ce sont des placements de type obligataire assis sur des signatures, souvent françaises, européennes, voire internationales. Qu'en est-il en fait de ces placements de type obligataire? Est-ce qu'il y a des coûts à jouer en ce moment? Est-ce qu'il y a une posture particulière à adopter par rapport à ces placements? Oui, alors nous, ce qu'on voit, c'est que là, on parle de la classe d'actifs obligataires entreprises, en fait, et non pas les obligations d'État. Bien sûr. Les obligations d'État, on pense que les taux sont très bas, ils sont en train de remonter un petit peu, donc il ne faut pas en détenir. Par contre, les obligations d'entreprise, oui, ça reste intéressant à détenir. On voit qu'aujourd'hui, il y a des opportunités qui restent très, très pertinentes encore aujourd'hui. D'accord. Justement, ça va me permettre de faire le lien avec la partie suivante. On va s'intéresser maintenant plutôt au placement action. Est-ce que sur les placements actions, il y a là aussi une attitude particulière à avoir? Et puis, est-ce qu'il y a des secteurs particuliers à privilégier du fait de cette nouvelle donne politique? Est-ce qu'on a un peu de visibilité sur la politique énergétique, par exemple, de Donald Trump, sur la politique liée à l'aspect au secteur financier? Est-ce qu'on a un peu de visibilité là-dessus? Oui, alors là, par contre, sur les actions, il y a un impact Trump quand même. Comme à chaque élection, en fait, les politiques économiques en fait des candidats ont quand même un impact sur les secteurs. En fait, il y a des rotations sectorielles parce que c'est pas les mêmes secteurs qui sont privilégiés par les différents candidats. L'impact, lequel est-il? Alors, il y a des secteurs qui sont gagnants, des secteurs qui sont perdants. Les gagnants, c'est les secteurs qui jouent notamment les investissements dans l'infrastructure. On voit par exemple aujourd'hui aux États-Unis US Steel, à Castile, des sociétés qu'on a nous utilisées dans des placements obligataires qu'on a proposés aux clients, mais on voit que les actions de ces sociétés progressent fortement, 15% aujourd'hui. L'équivalent en Europe, ArcelorMittal, progresse aussi fortement. Donc c'est des secteurs qui vont profiter en fait de ce boom d'investissements dans les infrastructures. Ça c'est clairement les grands gagnants. Les bancaires sont aussi des gagnantes aussi parce que on voit que ça va avoir un impact sur l'inflation, sur les taux d'intérêt qui vont remonter. Et on avait expliqué que les banques profitent de la hausse des taux. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui les actions des banques continuent de progresser. Les banques profitent de la hausse des taux parce qu'en fait leur modèle économique reprend de l'oxygène d'une certaine manière, elles retrouvent des marges. Donc la hausse des taux à venir aux États-Unis, notamment avec la Fed en décembre, qu'on a vu a priori devrait être confirmée malgré l'élection de Donald Trump. Ça devrait redonner de l'oxygène au secteur financier. Secteur pharmaceutique, alors un peu en creux. Pourquoi? Parce que c'est contre-intuitif. C'est parce que Clinton avait beaucoup attaqué en fait le secteur pharmaceutique. Elle s'était attaquée en fait au prix des médicaments aux États-Unis, mais vous savez, c'est des acteurs mondiaux. Hein, tous les acteurs sont présents aux États-Unis, étaient impactés par ce que proposait Clinton. Trump attaque moins le prix des médicaments, donc c'est pour ça qu'on a un retour des pharmaceutiques. Mais pour autant, il a évoqué le fait qu'il supprimerait l'Obamacare. La suppression de l'Obamacare n'aura pas d'impact sur le secteur de la santé? Probablement pas, parce qu'il a dit également, en fait, il y a une alternative, c'est que si vous souscrivez en fait à une assurance, cette assurance, la prime sera déductible des impôts, en fait. Donc, il a une alternative à proposer en face de l'Obamacare. D'accord, ok, très bien. Il y a un autre secteur, secteur de la défense. Là aussi, il prévoit en fait un budget supplémentaire en fait sur l'armement, tout le secteur de la défense. Vous avez Thales en France qui progresse beaucoup aujourd'hui. Voilà, donc on voit qu'il y a beaucoup de secteurs qui profitent quand même
directement de l'élection de Trump. On peut s'attendre quand même à un atterrissage dans les jours qui viennent. Il y a peut-être des réactions dans les deux sens, en fait, un peu épidermiques. Ça devrait donc se stabiliser probablement. Oui, tout à fait. Ouais. Tout ça, ça va se normaliser. On parlait d'un investissement très fort, pas de 1000 milliards, c'est le programme, mais là aussi, il faut pas être dupe. 1000 milliards à dépenser, c'est beaucoup. Il faut des projets, etc. Il faut qu'ils les trouvent. C'est pas évident qu'ils dépensent autant d'argent. Peut-être qu'il faudra 2 mandats Peut-être qu'il faudra 2 mandats pour les dépenser. Il y a des secteurs perdants. Et on voit aujourd'hui en bourse qui perd, c'est le secteur automobile, le grand perdant. Et ça, c'est la peur d'instaurer des barrières douanières. Il y a par exemple Renault qui a une participation dans Nissan. Ouais. Nissan est très présent aux États-Unis et produit une partie de ce qu'il vend aux États-Unis au Mexique. Des barrières douanières entre les deux pays seraient catastrophiques. Ouais, bien sûr. Très bien. Je pense qu'on a revu un peu tous ces actifs-là. N'hésitez pas, hein, je relance, on a eu quelques questions, on va y répondre, mais n'hésitez pas à nous poser des questions, notamment sur ces classes d'actifs, sur l'impact sur les classes d'actifs. Est-ce que aujourd'hui on peut se dire que finalement il y a la volatilité est revenue, c'est un nouvel événement qui a déclenché de la volatilité. Est-ce que c'est le bon moment pour investir lorsqu'on a du cash aujourd'hui? Est-ce que rentrer sur le marché aujourd'hui, notamment actions, voire obligataire, mais en tout cas actions, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que on encourage nos clients à venir aujourd'hui sur le marché? Oui, parce qu'en fait, l'élection américaine a éclipsé un peu toutes les nouvelles qu'il y avait eu. Et il y avait des nouvelles qui étaient plutôt bonnes, en fait, notamment sur la zone euro. C'est pour ça qu'on a toujours mis en avant les actions de la zone euro, les actions des banques, par exemple, Crédit, Général, BNP. On a toujours proposé d'investir dessus depuis quelques semaines, même depuis quelques mois. Et là, on est en train de vivre le scénario qu'on pressentait, en fait, une hausse des actions des banques, notamment. Donc, il y a pas mal de choses à faire et je pense que ce scénario-là va continuer encore jusqu'à la fin de l'année. Donc, nos scénarios sont confirmés malgré, en fait, l'élection de Donald Trump. Donc, c'est une très bonne chose. On va finir par quelques questions qui sont apparues. Eric demande, par exemple, est-ce qu'on peut s'attendre à un réchauffement entre les USA et la Russie? Ça veut dire que, finalement, et moi je prolonge la question, est-ce que d'un point de vue économique, on sait que Donald Trump et Poutine avaient plutôt tendance à être sur la même longueur d'onde, ce qui était a priori pas le cas entre Hillary Clinton et Poutine. Est-ce que finalement, être sur la même longueur d'onde, c'est positif d'un point de vue économique pour la zone euro et pour les États-Unis? Alors c'est positif. La Russie, c'est le pays, le grand gagnant en fait de l'élection de Trump en dehors des États-Unis. Parce que effectivement, il a été très favorable. Il a des propos en fait qui sont très favorables à Poutine, contrairement à Clinton qui était très dur avec Poutine. Donc il y aura probablement un réchauffement des relations entre les États-Unis et la Russie. Les relations entre Obama et Poutine n'étaient pas très bonnes. Ça va changer. C'est favorable pour la Russie, c'est favorable pour le commerce. Et incidemment, c'est favorable aussi parce que pour l'Europe, parce que probablement qu'il y aura moins de pression en fait pour mettre pour les tensions qu'il pouvait y avoir entre l'Europe et la Russie. Donc ça, on va un petit peu normaliser les relations en fait de ces zones. Ça c'est clair. À l'inverse, est-ce que les relations entre l'Europe et les États-Unis risquent de se dégrader? On a vu qu'il y a beaucoup de pression sur, plutôt d'ordre politique, moins économique, mais sur l'Allemagne, sur la France. Est-ce que là, on a un peu de visibilité ou ça risque de se tendre? Alors ça, par contre, c'est une vraie question. Je ne parle pas de plan politique, mais du plan économique encore. Si, il y a une question autour de l'Allemagne, parce que l'Allemagne exporte beaucoup en fait aux États-Unis. Les États-Unis sont la première destination de l'Allemagne, quand même. Donc c'est un sujet très important pour l'Allemagne, donc pour la zone euro, donc pour l'Europe, pour la France aussi. Si nos partenaires vont pas bien, on n'ira pas bien, faut pas se leurrer. Que va faire Trump face aux exportations allemandes? Ça, c'est une vraie question. Ok, très bien. Il faudra qu'on refasse certainement des émissions de ce type-là pour y répondre, parce qu'aujourd'hui, on n'a peut-être pas toutes les réponses. Une dernière question que pose Eric, toujours. Est-ce que lorsqu'on voit le Brexit en Grande-Bretagne, l'élection de Trump aux USA, est-ce qu'on peut s'attendre évidemment à un résultat étonnant aux élections françaises? En tout cas, c'est sûr que ça ouvre ce genre de scénario. En même temps, on a un système à 2 tours en France, qui adoucit les surprises, l'effet de surprise peut disparaître grâce au système à 2 tours. Peut-être une citation d'un écrivain, Mark Twain, un écrivain américain. Il a dit: il existe 3 sortes de mensonges.
des mensonges simples, des mensonges affreux et les sondages. Ok, ouais, c'est vrai qu'on a eu la preuve depuis. En tout cas, si c'était pas un mensonge volontaire, c'était une somme d'erreurs depuis quelques mois, en tout cas depuis le Brexit. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions à nous poser? N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à nous poser. On n'a pas d'autres questions à ce stade. N'hésitez pas à revenir vers nous, à interroger vos conseillers en gestion de patrimoine bienprévoir.fr. Vous pouvez les appeler facilement si vous avez des questions. Je rappelle le numéro, c'est 0800 800 505 et vous serez mis directement en relation avec votre conseiller. On reviendra si nécessaire sur les conséquences de ces élections dans les semaines qui viennent, si les marchés venaient à se comporter différemment et finalement aujourd'hui on a vu un atterrissage en douceur. Si ça devait changer, on reviendrait vers vous, mais en tout cas n'hésitez pas à interroger nos conseillers. Ils sont là pour répondre à vos questions. Merci et à bientôt.